Le lion lydien, la première monnaie frappée de l'histoire, était constitué d'un alliage d'or et d'argent. Les euros, eux, s'échangent sous forme de billets en fibre de coton ou de pièces faites en métaux de très petite valeur. Quelque part entre le 7e siècle avant notre ère et aujourd'hui, la monnaie a donc commencé à représenter une valeur supérieure à celle des matériaux qui la constituent. Découvrons donc cette nouvelle étape de notre petite histoire des moyens d'échange, la dématérialisation de la monnaie. Si dans le monde occidental on utilise dès l'Antiquité des monnaies en métaux précieux, ça n'est pas le cas en Chine. On y utilise certes des pièces de métal, d'une valeur de 1 wen, dont la pureté et le poids sont garantis par l'Empire, mais celles-ci sont en bronze ou en cuivre, des métaux dont la valeur est largement inférieure à celle de l'argent ou de l'or, plus utilisés en Occident. Cette différence n'est certes pas fondamentale, les pièces en métaux non précieux remplissant le même rôle que les pièces en métaux précieux, mais elle implique d'échanger un nombre de pièces bien supérieur à chaque opération. Pour des échanges de petite valeur, l'utilisation d'une telle monnaie est intéressante, car elle permet une grande variabilité des prix. Au contraire, si l'on ne dispose que de pièces faites en un métal tellement précieux qu'une seule pièce a la valeur d'une maison, elles ne sont pas utilisables pour acheter quelques légumes, dont la valeur est du même ordre de grandeur qu'une simple pièce de bronze. Cependant, lorsqu'il s'agit d'échanges de grande valeur, comme l'achat d'une maison, les pièces en métaux non précieux sont moins adaptées, car il en faut un bien plus grand nombre pour atteindre la même valeur. Dans la Chine antique, les échanges importants se font donc en utilisant des ensembles de 1000 pièces reliées par une ficelle, qui pèse environ 25 kg. Dans cette situation, le développement du commerce et la multiplication d'échanges de grande valeur s'accompagnent de deux problèmes. Premièrement, les paiements ont un coût de plus en plus important lié au transport des pièces. Et deuxièmement, on extrait une quantité croissante des métaux qui constituent ces pièces, au risque d'épuiser les gisements et d'engendrer une pénurie. Imaginons une situation. Tsai est tailleur, spécialisé dans les habits d'apparat. Afin de renouveler son stock de matières premières, il décide de parcourir l'Empire en quête des plus beaux tissus. Les plus beaux tissus sont aussi les plus chers. Il lui faut donc partir avec plusieurs milliers de wen pour effectuer tous ses achats. Plusieurs milliers de pièces de 1 wen ne tenant pas dans sa poche, Tsai doit investir dans des moyens adaptés pour transporter cette monnaie. Il achète donc un coffre, ainsi que les services de porteur et de garde pour le protéger. Et pour cela, il se voit obligé de puiser dans la réserve qu'il destinait à l'achat de tissus. Pour le simple transport de sa monnaie, Tsai perd donc une somme non négligeable. Les corporations de marchands commencent à apporter une solution à ce problème vers le 9e siècle, les reçus de dépôt. Afin d'éviter le coût de transport de la monnaie nécessaire à ses achats, Tsai peut s'adresser à la corporation des tailleurs. Pour un faible prix, il y dépose quelques milliers de pièces et reçoit en échange un reçu de dépôt en papier, c'est-à-dire un document authentifiable certifiant qu'il a confié une certaine somme à la corporation. Il peut maintenant voyager léger, avec son reçu dans la poche, sans aucun coût pour le transport de son argent. Arrivé à destination, il lui suffit de se rendre à la corporation des tailleurs locale, de présenter son reçu et de se faire remettre ses pièces. Cette invention facilite donc énormément le transport de valeur et en supprime le coût. Le système est également proposé par les Templiers, dont l'ordre a existé du XIIe au XIVe siècle, dans le but, entre autres, de protéger l'argent des pèlerins sur leur route. L'ordre leur proposait de déposer l'argent dans une commanderie près de chez eux, en l'échange d'une lettre de change, de voyager sans risque de se faire voler cet argent par des brigands, et de retirer leur richesse, en échange de la lettre, une fois arrivés au bout de leur pèlerinage. Ces reçus et lettres de change marquent un pas vers la monnaie papier. Cependant, ils ne sont pas acceptés en tant que moyen de paiement, notamment par l'État, et il ne s'agit donc pas encore de monnaie. De plus, ils n'apportent pas de solution au problème de pénurie des métaux, puisque les pièces déposées ne peuvent pas être réinjectées dans l'économie et ne viennent donc pas limiter le besoin de nouvelles pièces. Dès le VIe siècle, le cuivre devient rare en Chine. En effet, le commerce se développe, et la valeur des pièces, qui dépend du métal dont elles sont faites, n'augmente pas. On a donc besoin qu'un nombre croissant de pièces circulent dans l'économie pour effectuer les paiements. Mais on n'a pas de métal pour en frapper de nouvelles. Une solution existe. Récupérer des pièces qui ne circulent plus et les réinjecter dans l'économie. Cette récupération ne se fait évidemment pas sans contrepartie. Les pièces doivent être échangées contre quelque chose de la même valeur. On crée donc des feuilles de papier qui représentent une certaine valeur,
et qui peuvent donc être échangés contre une certaine quantité de pièces. Reste à trouver des personnes qui accepteraient d'échanger leurs pièces de bon métal ayant une bonne valeur intrinsèque contre du papier n'ayant de la valeur que parce que c'est écrit dessus. Les premières personnes qui acceptent cet échange sont les morts. En effet, ceux-ci payent un droit de passage dans l'au-delà, en monnaie sonnante et trébuchante. Or, les morts dépensent peu. Cette monnaie est donc définitivement retirée de l'économie. On la remplace alors par des billets funéraires, que les morts acceptent sans problème, et qui ne coûtent pas un gramme de cuivre à produire. Comme pour les reçus de dépôt, ces billets funéraires ne sont pas de la monnaie, mais ils montrent que l'idée que du papier puisse représenter une valeur supérieure à sa valeur intrinsèque est déjà acceptée, 4 siècles avant l'apparition de la première monnaie papier à proprement parler. Cette première monnaie papier apparaît au Xe siècle, toujours en Chine, sous forme de billets. D'abord éditée par des marchands, leur édition est prise en main par l'administration de l'Empire en 1024. Pour la première fois, les commerçants acceptent d'échanger leurs marchandises contre quelque chose qui n'a pratiquement aucune valeur intrinsèque. Tsai le tailleur se retrouve à échanger des habits d'apparat, valant des heures de travail, des années de formation et des matières premières rares et coûteuses, contre des billets de papier produits à la chaîne à partir de matières très répandues. Cet échange peut paraître très déséquilibré. Mais, si les billets ont une valeur intrinsèque quasi nulle, ils ont aussi une valeur du fait de ce qu'ils représentent. C'est parce que Tsai sait que ces billets représentent bien le montant en wen indiqué dessus qu'il va les accepter en l'échange de ses produits. Afin d'instaurer la confiance en une monnaie représentative, on peut choisir d'en assurer la convertibilité. Pour entrer en possession d'un billet, qu'il soit édité par un marchand ou par l'Empire, Tsai doit l'acheter. Il va donc dans le bureau de change de Roi, une riche marchande qui propose ce service. Sur place, il paye 5000 wen à Roi sous la forme de 5000 pièces. Celle-ci s'engage à les conserver en sécurité dans ses coffres et à les garder à sa disposition dans le cas où Tsai voudrait les récupérer. Pour preuve qu'il a bien placé son argent chez elle, Roi lui confie 5 billets d'une valeur de 1000 wen. Tant que les coffres de Roi restent sûrs, Tsai est certain que les billets qu'il possède lui permettront bien de récupérer ses pièces. Il suffira de venir voir Roi, de lui rendre un billet de 1000 wen, et elle lui donnera en échange 1000 pièces de 1 wen. Chaque billet est donc un moyen certifié d'obtenir 1000 pièces. Tsai peut donc considérer que chaque billet vaut bien les 1000 wen qui sont indiqués dessus. Il peut donc maintenant voyager avec des milliers de wen sans avoir des milliers de pièces dans un coffre, mais en ayant simplement quelques billets dans sa poche. Encore plus avantageux, il peut maintenant effectuer des achats avec ces billets, puisque ceux-ci ne sont pas à son nom. S'il achète du tissu à ses fournisseurs, plutôt que d'aller chez Roi retirer ses pièces pour les apporter à ses fournisseurs, il peut simplement leur donner un billet et les laisser aller retirer eux-mêmes les pièces. Le coût de transport de la monnaie lié aux échanges disparaît, ou plutôt, il se limite au prix que Roi demandera de payer pour convertir les billets en pièces. Mais qu'en est-il de la pénurie de cuivre ? Si les pièces de Tsai reposent dans un coffre de Roi et y restent, elles sont retirées de l'économie, ce qui ne règle rien. L'avantage des billets, c'est qu'ils ne correspondent pas à un objet spécifique, comme ça serait le cas chez un prêteur sur gage par exemple. Tsai ne reçoit pas un billet représentant obligatoirement des pièces. Son billet représente la valeur des pièces, en wen. Lorsque Roi encaisse les 5000 wen de Tsai sous forme de pièces, libre à elle de les convertir en sel, en argent ou en or, qu'elle conservera dans ses caisses, et de réutiliser les pièces pour commercer. Les billets de Tsai représentent toujours 5000 wen, simplement sous une forme différente, et Roi peut remettre les pièces en circulation en les utilisant pour ses propres achats. Ainsi, on a confiance en les billets de Roi parce qu'elle en assure la convertibilité, et qu'elle-même est digne de confiance. Tant que Roi peut assurer que, quelle que soit la personne qui possède un de ces billets, les 1000 wen qu'il représente sont à sa disposition, bien en sécurité dans un coffre, alors le billet vaut bien 1000 wen. Il n'y a pas de raison de le refuser en paiement, puisqu'on a confiance en sa valeur. Si cette confiance est bien ancrée chez tous les marchands d'un territoire, le billet pourra circuler de main en main sans qu'il n'y ait jamais besoin d'aller l'échanger contre les pièces, le sel, l'argent ou l'or dont il représente la valeur. L'inflation est définie par l'INSEE comme la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix, c'est-à-dire la perte de valeur de la monnaie.
L'inflation peut avoir différentes causes qui ne sont pas liées à la monnaie. Par exemple, l'augmentation de la demande de biens ou l'augmentation des coûts de production de ces biens. Mais avec les débuts de la dématérialisation, des causes monétaires entrent en jeu. Pour bien clarifier les choses, commençons par deux exemples dans des systèmes d'où la monnaie papier est absente. Nous sommes sur l'île d'Inflatide, dans une région et à une époque qu'il n'est pas la peine de définir. De petites pièces d'or sont utilisées en tant que monnaie. Un poisson vaut une pièce, un vêtement en vaut 10, une maison 1000. La production de biens et de services est stable, le nombre de consommateurs aussi, les prix ne varient pas. Un jour, l'île voisine d'Atlantide sombre pour des raisons inconnues, et Inflatide voit débarquer sur ses côtes des milliers de naufragés. La population de l'île double en une seule journée. Les besoins de cette population doublent également. Il faudra désormais 2 fois plus de poissons, de vêtements et de maisons pour contenter tout le monde. Mais la production ne suit pas. La demande est donc désormais très supérieure à l'offre. Les clients sont 2 fois plus nombreux pour des étals tout aussi fournis. Ils sont donc prêts à payer plus cher pour obtenir le même produit, et les marchands n'hésitent pas à augmenter les prix. À la fin de la journée, un poisson vaut 2 pièces d'or, un vêtement en vaut 20 et une maison 2000. Le pouvoir d'achat d'une pièce d'or a donc diminué, c'est l'inflation. Après quelque temps, la production est de nouveau capable de répondre aux besoins de la population. Les prix sont arrivés à un nouvel équilibre, il n'y a pas d'inflation. Cependant, les travailleurs ne sont plus satisfaits du salaire minimum de 400 pièces d'or. Une grande mobilisation sociale se met en place, et à la suite d'une bataille politique acharnée, le salaire minimum est fixé à 800 pièces d'or. Les entreprises devant payer leurs pêcheurs, couturiers et ouvriers plus cher, les prix de vente du poisson, des vêtements et des maisons s'en ressentent. L'augmentation du salaire, donc l'augmentation du coût de la main-d'œuvre, fait augmenter le prix des produits finis. Un poisson coûte alors 3 pièces d'or, un vêtement en coûte 30 et une maison 3000. Le pouvoir d'achat d'une pièce d'or a donc encore diminué. C'est de nouveau l'inflation. Une augmentation du coût des matières premières aurait eu les mêmes conséquences. La Chine du Moyen Âge a beaucoup souffert de périodes de forte inflation, qui n'étaient pas liées à une augmentation de la demande ou des coûts de production, mais pour la première fois à une cause monétaire, la mise en circulation d'une trop grande quantité de billets. Les billets édités par l'Empire représentent une certaine valeur, qui est conservée dans ses coffres et disponible pour être convertie. Si l'Empire imprime et met en circulation 500 billets de 1000 wen, c'est parce que ses coffres de réserve contiennent 500 000 wen, en pièces, en argent ou sous toute autre forme. Une campagne militaire fructueuse a ramené 100 000 wen d'argent dans les caisses. On peut mettre 100 nouveaux billets en circulation. Les exportations de soie rapportent 50 000 wen de monnaie étrangère. Il est temps d'éditer 50 nouveaux billets. On se retrouve avec 650 000 wen de réserve dans les caisses de l'Empire, qui garantissent 650 billets. Chaque billet vaut donc bien toujours 1000 wen. Tant que l'administration qui émet la monnaie papier conserve la balance entre la valeur totale des billets en circulation et la valeur de réserve qui permet de les garantir, alors la valeur des billets ne change pas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Prenons un exemple. L'administration de l'Empire a imprimé et mis en circulation 500 billets de 1000 wen dans le pays et possède dans ses caisses 500 000 wen. Tout va pour le mieux, un billet vaut bien les 1000 wen qu'il indique, l'inflation est nulle. Régulièrement, tous les billets en circulation sont échangés contre de nouveaux billets et sont détruits. Chaque personne qui possède un billet doit le faire remplacer contre un nouveau. Cela permet notamment de limiter la possibilité de créer des faux billets ou, en cas de changement de souverain, d'éditer des billets au nom de la nouvelle dynastie qui en garantit la valeur. À chaque fois, on n'édite que 500 billets pour que ceux-ci conservent leur valeur de 1000 wen. Les problèmes débutent quand, lors de l'un de ces renouvellements, il est décidé de ne pas détruire les anciens billets alors qu'on en met 500 nouveaux en circulation. On a donc maintenant 1000 billets en circulation. Le problème, c'est qu'ils sont garantis par la même réserve de 500 000 wen. Et même si les habitants ne s'en rendent pas compte tout de suite, il arrive un moment où le doute commence à s'installer. L'Empire garantit qu'il a dans ses caisses 1000 wen pour chaque billet, mais alors qu'aucune campagne ni aucun contrat commercial n'a vraisemblablement fait rentrer 500 000 wen dans les caisses, on se retrouve avec 2 fois plus de billets. Rapidement, on ne croit plus en la promesse de l'Empire, qui est que chaque billet de 1000 wen représente effectivement 1000 wen. La confiance est rompue, et le billet perd donc de sa valeur. Un billet qui valait 1000 wen est maintenant échangé comme s'il en valait 500. Chaque billet a donc perdu de la valeur, c'est l'inflation.
Avec des billets garantis par une réserve de valeur, créer de la monnaie sans que la valeur qui la garantit n'augmente en proportion fait diminuer la valeur de chaque billet, et entraîne donc de l'inflation. L'inflation peut avoir d'autres causes dans une économie où la monnaie est dématérialisée, la création excessive de monnaie par le crédit bancaire par exemple. Mais nous verrons ceci dans une prochaine vidéo. Dans un système utilisant des monnaies métalliques, un fort développement du commerce peut entraîner deux problèmes. Premièrement, un coût de transport important pour les échanges du fait du poids des pièces, et deuxièmement, une pénurie des métaux qui constituent les pièces. Les reçus de dépôt et les billets funéraires constituent deux premières étapes vers une solution qui apparaît au Xe siècle en Chine, le billet. Léger et ne nécessitant pas de matériaux rares, le billet est une excellente monnaie d'échange. Il n'a pas de valeur intrinsèque, cependant, il est garanti par une réserve de valeur en métaux ou en sel par exemple, contre laquelle il peut être échangé. Autrement dit, il représente la valeur du métal ou du sel qui est gardée en réserve. Il s'agit d'une monnaie représentative, car on ne l'accepte en paiement que parce qu'elle représente une certaine valeur contre laquelle elle peut être échangée, sous forme de cuivre, d'argent ou d'or, qui ont, eux, une valeur intrinsèque. On appelle inflation la perte de pouvoir d'achat d'une monnaie. Elle peut exister dans un système n'utilisant pas de monnaie papier, cependant, cette dématérialisation introduit de nouvelles causes, monétaires cette fois, à l'inflation. En effet, si le souverain qui met en circulation les billets édite plus de billets qu'il n'a en réserve de valeur pour les garantir, chaque billet n'est plus garanti que par une valeur inférieure à celle qu'il indique, et la valeur de confiance diminue. La monnaie dématérialisée est basée sur la confiance qu'on a en sa valeur. Cette confiance peut être créée par le fait que cette monnaie soit garantie par une réserve de valeur contre laquelle elle est convertible. Mais nos euros, eux, ne sont pas liés à un stock d'or ou d'argent contre lequel ils pourraient être échangés. Nous verrons donc dans une prochaine vidéo comment instaurer la confiance en une monnaie sans passer par la convertibilité. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu ou un commentaire, et surtout, n'hésitez pas à la partager largement autour de vous.